Félix Moati. Merci beaucoup. Le monsieur qui a dit bravo, c'est où? Génial. On le dira à Vincent, du coup. On le dira à Vincent. Et merci, merci d'être là. Voilà, tout simplement. Je suis là. Je te pose 2-3 questions puis on passe la parole à la salle. Voilà. Parce que dans ce remarquable dossier de presse, non vraiment, non, tu parles toi de la question de l'équilibre des genres, et quand même c'est un des gros défis du film, de pouvoir être à la fois dans la comédie assumée, et en même temps dans cette espèce de mélancolie assez profonde. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé ça, à quoi ça correspondait dans le projet du film? Bah non, mais déjà, même dans ma vie quotidienne, j'hésite entre les genres, en fait, je sais jamais si je dois rire. Je trouve ça délicat de trouver un ton dans la vie, en fait, de savoir quelle réception on fait, comment recevoir les choses. Et c'est vrai que moi je suis très attaché à la comédie en tant que spectateur, en fait. Pour moi, c'est un genre extrêmement compliqué à réussir, et c'est le genre de la délicatesse, quoi. C'est-à-dire que et il en revient de même pour le choix des acteurs, par exemple. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, d'ailleurs, je m'excuse parce que le son était très bas pendant les 30 premières secondes du film, mais la scène d'ouverture, quand il y a Benoît Poelvoorde qui rentre comme ça dans un cercueil, si je fais la même scène avec Patrick Devers, imaginons, on sait tout de suite, immédiatement, qu'on est dans un drame. Alors qu'avec Benoît Poelvoorde... Surtout qu'il est déjà mort, pardon. Surtout qu'il est décédé, ce qui peut être compliqué. Mais avec Benoît Poelvoorde, on est protégé par son aura comique, en fait, par ce qui nous précède. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on a l'habitude de le voir dans un registre très... comme ça, exubérant, très drôle, et je trouve que le mettre dans des situations avec un penchant un peu plus dramatique, un peu plus grave, ça nous protège. Ça nous protège de trop de gravité et de trop d'esprit de sérieux. Et voilà, et Vincent Lacoste, c'est pareil, quoi. Tout est drôle et délicat chez ces acteurs-là, et donc je trouve que ça nous protège en tant que spectateur. Donc, je me permets une forme de gravité en prenant déjà des acteurs qui nous en protègent. Mais parce que la gravité au départ, c'est quand même deux mecs qui sont totalement à côté de la plaque, en rupture totale par rapport à leur vie programmée, entre l'aîné des deux fils qui continue à faire croire qu'il va aller au bout de cette thèse, et puis nous on en doute assez rapidement de cet achèvement, y compris après le rendez-vous avec le directeur de thèse qui parle d'un fantôme, et puis l'autre fantôme, enfin ça a vraiment à voir avec la mort dans les deux cas, qui est celui qui se croit être le suivant sur la liste, parce que tout à coup il n'y a plus personne de plus âgé que lui dans la famille, et donc il y a une espèce d'orientation vers la mort, avec l'idée que voilà, la dernière chose à faire c'est d'attendre de mourir, quoi. Ce qui fait que quand même le film est assez fascinant là-dessus aussi, c'est-à-dire de réussir à garder cette dynamique, alors que le penchant des deux personnages, c'est de penser qu'ils sont totalement orientés vers l'échec et la mort, avec cette espèce de contrepoint quand même du gamin. Voilà. Comment tu l'as pensé, ce rôle-là du petit qui finit par leur dire de toute façon vous êtes des losers, alors que voilà, le vrai désir, la construction, la croyance aussi, elle est de mon côté. Et en fait, moi je pense que à la base de l'écriture du film, il y avait l'envie de faire dialoguer le souvenir peut-être fantasmé du gamin de 13 ans que j'étais, avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir, qui avait la tentation du vide. C'est vrai que Joachim, c'est un déserteur, en fait, il a tout déserté, il déserte, voilà quoi, toutes ses fonctions, celle de sa fonction de grand frère, sa fonction de fils, sa fonction d'amoureux, sa fonction d'étudiant, et il a tout déserté. Il est comme, c'est le fantôme de lui-même, quoi, en fait. J'imaginais que le personnage que joue Vincent, du coup, soit un peu nostalgique de lui-même, qu'il ait une sorte de nostalgie de qui il a pu être à un moment donné. Et je voulais le faire dialoguer avec un petit de 13 ans pour lequel c'est absolument inacceptable, cette fragilité-là, cette faiblesse-là et cette résignation-là. Le petit de 13 ans, Yvan, voilà, moi je l'ai imaginé comme une espèce de cœur fanatique, un chevalier, quoi. Peut-être dans le vide, mais un chevalier, un victorieux. Et c'est vrai que c'est lui au début du film qui met le coup de pied, je vais tout nommer, qui met le coup de pied dans la fourmilière, quoi, en fait. Qui va voler le premier secret en écoutant une porte, et après qui va dévoiler le secret de Benoît. Et ensuite, du coup, c'est grâce à lui, c'est par Yvan que le lien va se créer à nouveau, quoi. Ouais, et par l'écoute des portes d'ailleurs, parce que c'est un geste important dans ton film. Ouais. Et pour le coup, vu de façon totalement positive a priori, c'est-à-dire que l'écoute aux portes est quand même le signe qu'on continue à se soucier les uns des autres. C'est ça, ouais. Et que du coup, la possibilité de faire encore famille, de faire encore un rapport entre frères, par-delà l'espèce de deuil
de comment on était quand on était avant, parce qu'il y a aussi ça dans le film, une espèce de nostalgie d'un lien perdu, quoi, et qui reste sans cesse à réinventer, à reconstruire, ce qui donne du coup aussi une énergie au film. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que ils vont continuer à savoir qu'ils se soucient des uns des autres, et d'une certaine façon, l'astuce scénaristique qui fait basculer les rapports entre les deux frères, par exemple, c'est a priori le fait de savoir qu'il y a eu cette espèce de geste caché d'aller voir l'éditeur pour ménager le père. Et du coup, c'est ça aussi le secret qui permet de se dire ah non, mais il y a vraiment une attention les uns pour les autres, même si elle est cachée les uns des autres. Ouais, c'est certain, c'est des gens qui se soucient. Il y a une sorte de cercle de tendresse et de bienveillance les uns envers les autres. Ils se tournent autour sans jamais vraiment se le montrer. Et il y a un souci pour l'autre qu'ils ont du mal à dissimuler. Et qui, moi, que j'imaginais voilà, exploser vers la fin du film. Mais je suis toujours touché par l'idée. Moi, il y avait un truc qui était très important pour moi. Par exemple, quand le petit Yvan est avec cette jeune fille pendant la réunion des anciens élèves et qu'elle dit « il est con ton père » et que lui dit « comment ça, il est pas con mon père ?» J'aime bien cette idée que il n'y a que le fils qui peut reprocher quelque chose à son père, mais dès lors que ça vient d'un tiers, tu en deviens le défenseur à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, en fait. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec votre question. Mais ça, c'est mon... Voilà. Penser en escalier. Un peu. Moi, je vais poser une question qui n'a rien à voir avec ta réponse, du coup. Ouais. Non, il y a un truc... Enfin, il y a plusieurs choses très jolies dans cette scène, y compris travailler sur la lumière, pour le coup, parce que il y a un vrai travail sur l'obscurité dans le film, dans son ensemble, assez nocturne. Et dans cette scène, comme ça, de parc, il y a un truc sur la qualité de la lumière qui est vraiment très belle. C'est Evangelo, le chef opérateur. Mais il y a aussi évidemment la manipulation de la fille, la fameuse cerise qu'on veut goûter, tout ça. Et puis il y a quand même cette espèce de circulation de la couleur rouge, j'ai l'impression, en tout cas dans le travail formel, puisque c'est quand même aussi cette couleur rouge qui va finir par aboutir dans la scène de rencontre réelle, y compris, parce que vous l'avez sans doute noté, la bombe est en rouge, et que derrière les personnages à ce moment-là, tout à coup la ville est en rouge, il y a ces feux rouges qui tout à coup, à contrario du sens social que le rouge peut avoir dans ces circonstances-là, devient précisément les conditions de la rencontre. C'est l'effet couscous. C'est l'effet couscous en 5 minutes. Waouh. Bah non, mais là, je découvre que je suis un formaliste. Voilà. Non, pas du tout. Non. Alors là, non, mais il se trouve que Paris est une ville assez rouge, où on a la chance d'avoir des feux rouges. Des feux rouges. Mais par ailleurs, c'est une discussion qu'on avait eue avec la costumière, je voulais vraiment qu'il y ait un côté un peu petit chaperon rouge, en fait, tout simplement. Et c'est une couleur à laquelle je suis très attaché parce que c'est une couleur dans laquelle je me sens bien, qui est chaude, qui est enveloppante, comme la musique de Limousine, voilà, et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup qu'en tant que spectateur, on soit bien dans le film, qu'on est chaud et qu'il y ait une forme de... Oui, c'est effectivement cette vie nocturne, parce que la nuit, on peut inventer qui on veut. Vous avez vu comment je bascule sur un autre sujet. Pas entièrement. Mais la nuit, on peut inventer qui on veut. On a le droit, on n'est plus obligé d'occuper sa fonction, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et effectivement, la lumière d'Evangelo correspond à... En fait, moi, je voulais filmer Paris, représenter Paris comme je le vis, en fait. Voilà, comme je le vis. Et Paris, c'est pas une ville extrêmement lumineuse. C'est une ville où le ciel peut être bas, lourd, et où les rues sont agitées, où il y a du bruit. Donc il y avait un travail au son qui, moi, pour le coup, m'a vraiment exalté pendant le travail. Et effectivement, il y a des couleurs très chaudes. Moi, je trouve que c'est une ville chaude, Paris. Enfin, là, je suis à Montreuil, mais je préfère Montreuil. Ou Romainville. J'adore Romainville. Le démagogue. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, qui est une... Prochaine question, s'il vous plaît. Là, je me l'égare moi-même, je suis désolé. Non, mais la prochaine, on va la laisser à la salle, non? Allez-y. Oui, avec plaisir. Qui veut poser la première? Monsieur, peut-être. Je descends. Oui. J'arrive après. Allez-y, bien proche. Merci pour ce film. C'est vous. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre. Et bien fort. Ah. C'est votre voix. Oh, bon, d'accord. Elle se voit pas, vous pouvez pas la regarder. D'accord.
J'ai trouvé qu'il y avait un équilibre intéressant entre le fait de filmer au plus près des visages, à peu près 80% du film, et le fait de filmer la ville à distance. Cet équilibre, je le vois tout le film à travers le passage de la comédie, un peu la tendresse, l'intimité, voire la douleur et la souffrance. La scène qui m'a le plus touché, c'est celle où les deux filles sont devant la vitrine et ils attendent quand l'éditeur va annoncer à leur père que ça ne va pas le faire. Les deux fils le savent, le comprennent et ils sortent et ils disent pas un mot. Donc cet équilibre, effectivement, je le retrouve dans les films de Cassavetes et des gens comme ça. Non, mais voilà. Non, mais c'est ça. Infiniment. Voilà, c'est ça. Maintenant, bah, bon, s'il y a une question, c'est est-ce que vous l'avez voulu ou bien c'est fait instinctivement. Voilà. Non, mais effectivement, moi, quand vous parlez de Cassavetes, après Cassavetes a été plus important pour moi dans ma vie quotidienne de jeune homme, c'est-à-dire que dans le sens où moi, quand je vois les films de Cassavetes, j'ai envie de vivre comme Ben Gazzara, j'ai envie de vivre comme Peter Falk. Je me dis que c'est comme ça qu'on doit vivre. Et le cinéma peut nous apprendre à vivre, et ça, en ça, c'est fantastique. Mais en tant que réalisateur, là, je sais pas, j'y pensais pas constamment. Même si j'aime bien chez Cassavetes la représentation de la féminité au cinéma, à savoir c'est des femmes qui ne se justifient de rien. Et ça, c'est très rare au cinéma, je trouve. Et donc ça me plaît chez Cassavetes. Mais en ce qui concerne le mélange des tons, c'est toujours cette idée de, comme je connais, moi, mon penchant pour une forme de gravité, il faut toujours, je pense, aller vers la comédie, qui est un effort, qui est un vrai labeur. Je pense que nous tous ici, on le sait, hein, c'est toujours beaucoup plus facile d'être triste. Alors que le bonheur est quelque chose qui va se chercher, qui se conquiert et qui est délicat à préserver. Et donc je voulais que mes personnages se défendent, parfois avec exubérance, de leur propre chagrin, et qu'ils le dissimulent assez mal. Et les mots permettent ça, de dire quelque chose alors qu'on sait très bien qu'il s'agit d'autre chose. Et oui, je pense que de toute façon, il y a quelque chose de... Enfin, cette scène, oui, où ils savent très bien que le père n'a pas le talent qu'il croit avoir. Moi, je pense que Benoît Poelvoorde l'a interprété d'une certaine manière qui fait que lui-même est très conscient qu'il n'a pas de talent. Mais c'est inadmissible, en fait. Personne ne peut accepter cette idée. Donc, et c'est la scène de... Moi, c'était important qu'il y ait une scène presque mythique, pas au sens génial, hein, mythique au sens du mythe, qu'à un moment donné, il y ait une bascule et que le petit admire à nouveau son grand frère. Et c'est parce qu'on est cruel avec Joachim pendant tout le film. Quand il va voir l'éditeur, par exemple, pour garder ce fil rouge, quand il va voir l'éditeur et qu'il écoute en haut-parleur son père dire que Joachim ne fait plus rien pour lui, qu'il en est témoin, qu'il encaisse quand même Joachim. Il encaisse la désaffection de son petit frère et il encaisse les mots un peu durs de son père. Et c'était important qu'il y ait une réunion des trois et que soudainement il y ait une renaissance de l'admiration du petit pour le grand. Voilà. Et que la comédie vienne toujours avec cette idée de décaler un peu la gravité de cette situation en faisant fumer par exemple Mathieu Capella, qui ne fume pas dans la vraie vie, en lui faisant boire du whisky coca. Voilà, c'est toujours cette idée qu'on regarde ailleurs, notre attention est ailleurs, mais les vraies intentions des personnages sont sur une autre scène en fait. Voilà. Tu lui fais fumer et boire, mais tu lui fais aussi avoir un rapport assez passionnel à la religion, qui est assez déconcertante à cet âge. D'où ça vient ça, et qu'est-ce que ça raconte pour toi ? Moi, à son âge, j'étais très religieux. Et puis ensuite, je trouve que c'est toujours... en fait, moi, j'ai voulu prêter à Mathieu Capella, à Yvan, des passions sophistiquées qui ne sont pas de son âge. Donc il boit, il fume, il est religieux, il veut être agrégé de latin. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a... Calme-toi mon gars, t'as 13 ans. Et je trouvais ça assez mignon. Donc déjà, ça crée un peu de comédie, j'espère. Et puis la deuxième raison plus sous-jacente, c'est qu'il va chercher dans la religion une architecture au monde qu'il n'a plus. Puisqu'il voit ces deux modèles s'effondrer, s'effriter un peu, et ben lui il va chercher une espèce de sens offert, une vérité qui lui serait offerte et qui redonnerait de la solidité à cette vie qui n'en a plus. Mais avec un système qu'il verbalise d'ailleurs, qui est que le désir de l'autre finit par tuer l'espèce d'utopie religieuse. Ah ouais, il dit cette phrase, je crois,
à son prêtre, enfin je crois pas, je vais apprendre un peu par cœur, mais il dit cette phrase, il dit si on a le désir, on n'a plus besoin de Dieu, qui est une phrase que logiquement je comprends pas vraiment, elle fait pas vraiment sens, mais intuitivement je sais qu'il a raison de le dire. C'est-à-dire qu'il sort du monde des idées. J'adore, madame. C'était pas de la moquerie, j'espère. Ah, d'accord. Bon ben. C'est de la tendresse. Ah. Et en fait, il sort du monde des idées, du monde de la religion, de la spiritualité, pour aller vers Mélissa. C'est un victorieux Yvan, quoi. Il va vers le monde réel. Et le monde réel, c'est rencontrer la personne qu'on aime, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, bon, c'est peut-être un peu étriqué comme vision, mais le mec qui n'a aucun problème dans la vie. Je suis vraiment une merde. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que c'est... Il va vers le monde réel, il sort du monde des idées. Voilà. Des idées, allez-y. Non, mais rapidement, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. J'ai adoré ce film. Il est d'une richesse, moi je trouve assez rare. Enfin, c'est vrai que ces derniers temps, je vois pas mal de films assez rares, c'est bizarre. Mais celui-là, en l'occurrence, beaucoup de choses à dire. Pour rebondir, je pense que je peux me tromper, parce que je me trompe très souvent, mais je pense que la dame qui riait, il y avait peut-être un peu de tendresse dans son rire, mais elle pourrait le dire elle-même. Il y a beaucoup de questions dans ce film. Il n'y a pas trop de réponses. J'aime beaucoup ça, selon moi. Ah non, il n'y a aucune réponse. Ouais, il y a voire aucune réponse. Et enfin, c'est trop riche pour pouvoir en parler là maintenant. On en parlera ensemble, sans se voir dans les jours qui viennent. Mais On aurait dû les poser avant le film en fait. comment ? Avec Vincent. Avec Vincent, avec plaisir. Mais bon voilà, merci parce que très beau film, beaucoup de choses. Et puis le rapport homme-femme, enfin la notion homme-femme, qu'est-ce que c'est ? Dieu, qu'est-ce que c'est ? La vérité, qu'est-ce que c'est ? Le vide, qu'est-ce que c'est ? Rien, qu'est-ce que Ce c'est ? débat durera donc 8h20. Voilà, merci. Merci infiniment à vous, c'est trop gentil, quoi. C'est trop gentil ce que vous dites. Et moi, en fait, en l'occurrence, je me suis rendu compte que, contrairement à Yvan, Yvan, il refuse de ne pas avoir de réponse. Et moi, je me suis rendu compte que grandir, peut-être, ça voulait dire ça, c'était accepter qu'il n'y ait jamais franchement de réponse, mais accepter en tout cas la question. Accepter la question. Et du coup, c'est pour ça que je voulais finir le film sur le visage de Vincent, qui est un peu une fin inachevée, en fait. D'ailleurs, c'est un verbe qui n'existe pas, mais en fait, moi, j'inachève. Et voilà, et c'est un truc je voulais qu'il n'y ait pas de fin close. Respecter un personnage, c'est respecter sa vie en dehors du film, en fait, je trouve. Et l'imaginaire du spectateur qui ensuite fait absolument ce qu'il veut avec le dernier plan. Qu'est-ce qui va se passer pour Joachim après le film ? Je sais pas. Et donc c'est pour ça que je veux pas donner de réponse, parce que j'ai pas de toute façon j'ai rien de définitif. J'avoue que je suis un peu... je sais rien. Bon, et 2 mots pour finir. Je vais juste laisser Marion dire un petit mot, parce qu'elle en a envie. Boulevard, comme d'habitude, rien à dire, merci maître. Lacoste, comme d'habitude, il n'y a rien à dire, magnifique. Ils ont eu de la chance d'être dirigés par toi, je trouve, parce que ça marche vachement bien tous les deux, et c'était pas évident que ça puisse bien marcher. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas évident que ça puisse bien marcher entre deux. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci pour eux, surtout. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai trouvé que c'était un Plus fort. très joli film. Plus près, plus fort. Ouais, non, plus Les deux. Ok, les deux. Surtout que c'était le premier, c'est ça ? Ouais, premier. Moi, j'avais une question. En fait, c'était surtout est-ce que vous avez pu le montrer à des plus jeunes, à des adolescents ? Parce que, en fait, on est peut-être un peu fatigués aussi tous les deux parce qu'on a vu 2 films l'un après l'autre. Et ce qui est chouette, c'est que prendre une narration et des plus jeunes qui aident des plus âgés, ou d'autres qui aident d'autres. Et je voulais savoir si vous avez eu la chance d'avoir des plus jeunes, des adolescents qui ont pu voir et savoir un peu les questions, savoir si c'est... Parce que je trouve que c'est un film qui donne vraiment à être vu à des plus jeunes. Voilà. Pas plus jeunes que moi, en fait. Des adolescents. Moi-même, je suis pas bien vieux, hein. Mais non, le premier ado qui a vu le film, c'est Vincent Lacoste.
Non, il se trouve que depuis 3 semaines, je fais ce qu'on appelle la tournée, quoi. Je vais dans toutes les villes de France, je monte le film et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de jeunes dans les salles qui sont. Donc ça m'a fait plaisir. Et les adolescents, il y a Nils qui est là, avec qui j'avais fait les Simon et Théodore, et je suis trop content que tu sois là d'ailleurs. On en parlera du coup tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de. Pour l'instant, j'ai pas vu d'ados voir le film. Il y a Mathieu Capella évidemment qui a vu le film, mais qui de toute façon ne comprenait pas lui-même ses dialogues sur le plateau. Donc... Mais c'est pas vrai. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est un petit garçon vraiment très très. Comment ? Ah bah merci pour lui. Du coup, tu peux nous raconter comment tu l'as rencontré ? Casting sauvage quoi. Casting Mais sauvage. alors, parce que nous, on sait un peu ce que c'est, mais pas sûr que tout le monde sache que en ça fait, recouvre en fait. Comment on fait un casting sauvage ? Par définition, trouver un personnage de 13 ans, il n'y a pas d'acteurs de 13 ans. Enfin, il y en a, mais on les connaît pas. Et donc ma directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon, qui a trouvé Nils aussi, qui a trouvé Nils, Rod Parado pour La Tête Haute, voilà, qui est quand même, dont c'est le métier et qui est très très forte là-dedans, a vu 450 gamins, quoi, et dans toute la France, a accepté, a visionné toutes les candidatures qu'elle recevait. Moi j'en ai choisi 50 sur les 450 que j'ai vus, que j'ai rencontrés, et Mathieu s'est imposé en fait très vite par sa curiosité, son attention aux autres, une forme, comme ce que je disais tout à l'heure ce que tu citais tout à l'heure du dossier de presse sur Vincent, une manière d'être un peu à côté de son personnage, ne courant pas désespérément derrière l'intensité, quoi. Il voulait pas être intense, il n'était pas volontaire, et du coup la caméra allait vers lui. Et il avait un truc très très joyeux en lui, qui me plaisait, et un mélange de férocité et de tendresse chez Mathieu, qui était très bien pour Yvan. Et donc voilà, il s'est imposé, surtout, je pense, par sa curiosité pour les autres, quoi, dans le sens où il est arrivé chez Nord-Ouest, la boîte de production, il posait des questions à tout le monde, il voulait savoir ce que les gens avaient fait pendant leur week-end, il était soucieux de leurs humeurs, ça m'a touché en fait, voilà. Une autre question ? Ouais. Et j'espère que beaucoup d'ados verront le film pour voir. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le choix des lieux. Tu as commencé un peu à expliquer un tout petit peu pourquoi ces lieux-là, c'est comme ça que tu vis la ville. Donc j'ai une première question que je me suis posée, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on ne se soit jamais croisés ? Parce que c'est là où j'ai passé toute ma vie. Dans toutes ces rues, je reconnaissais tous les endroits. Et de deux, j'aimerais un peu plus en savoir sur ces lieux, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, et voilà. En fait, moi je suis très sensible en règle générale en tant que spectateur aux cinéastes qui représentent leur environnement familier. C'est-à-dire que quand les frères Larieux filment les Pyrénées, par exemple, j'adore. Quand Desplechin filme Roubaix, quand Guiraudy filme la campagne, Woody Allen New York, enfin voilà. Et donc moi je voulais vraiment filmer là où j'avais eu ma mémoire affective, en fait. Là où je continue de grandir, en fait. Là où j'ai grandi et où je continue de grandir. Là où j'ai eu mes premiers chagrins, mes premières joies, mes premières ivresses, voilà. Là où j'ai marché, là où je me suis un peu perdu, voilà. Et voilà, c'est mon espace vécu, en fait, pareil. Et donc, voilà, filmer sa mémoire affective. Et je pense que c'est pas un truc exclusivement de premier film. J'espère que je ferai ça aussi dans les prochains. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de pacte tacite qu'on fait avec les gens qui voient le film ensuite. Une manière de dire, voilà, c'est l'environnement que je connais, et là-dessus, je ne peux pas mentir. Puisque l'espace parle pour moi. Et après, il y a des gens qui sont extrêmement doués pour filmer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et ça donne des films merveilleux. Mais moi à titre personnel, je suis sensible au film où j'ai l'impression que le réalisateur me renseigne sur ce qu'il est, alors que je le connais pas. Voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai filmé. Et je voulais surtout, voilà, que comme c'est un film un peu sur 3 solitudes, 3 personnes un peu enfermées en elles-mêmes, de les filmer dans un décor urbain où c'est agité, il y a beaucoup trop de bruit. Il y a constamment des gens qui passent dans le cadre, surtout quand on est en longue focale, c'est-à-dire quand la caméra est loin de l'acteur qu'on filme. Et je trouve que ça nous protège aussi de trop d'intimité. Le fait de faire des discussions intimes, des sentiments, de filmer des sentiments intimes dans une ville très grande, ça met un voile de pudeur qui me plaisait. Ouais. D'autres questions ?
Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis pas très très calé en cinéma, ni en citer des personnes que je connais même pas. Moi ce que j'apprécie c'est que par rapport à des analyses analytiques du film et tout ça, je te vois là, t'es comme ça, t'es une boule d'émotion, tu stresses devant nous et tu parles avec tes tripes, c'est clair. Je me demandais si dans ce film, parce que moi, le film, bon, il y a la ville, il y a la nuit, on en a déjà parlé, je vais pas en parler. Moi, j'ai vu trois hommes, j'ai vu trois personnes, j'avais l'impression de te voir d'ailleurs. En petit, en moyen, Poulvord, c'est difficile de te voir dans Poulvord, mais il y avait quelque chose aussi, c'était de l'intime, c'était de l'émotionnel, c'était du lien, c'était de la tendresse. Et ce qui m'a frappé, et je sais pas si c'était volontaire, c'est qu'en fait j'avais l'impression que c'était trois personnes masculines ayant un rapport entre générations, mais entre fils, entre pères, entre hommes. Dans ton film, ils sont vraiment au centre et autour, tu as fait tourner toute une flopée de personnages féminins qui tournent, ils sont en orbite en fait, ils tournent autour, ils sont là. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment un film très très masculin, très sur les rapports entre les hommes, avec toute la difficulté qu'on a tous entre hommes à se parler et à se comprendre. On s'écoute derrière une porte et on se passe parler directement, on fait attention les uns aux autres, mais on est moins démonstratif. Et il y avait ces trois personnages qui étaient aussi en quête de femmes. En fait, ils étaient vraiment tous les trois, il n'y a pas une femme dans leur noyau là. Elles tournent autour, ils cherchent, ils sont paumés, ils se tournent deux fois vers elles, mais ils sont entre eux. Je peux vous mettre ma question. Mais voilà, je voulais savoir si c'était vraiment c'était quelque chose au fond de toi par rapport à ça. Ouais. C'était, je sais pas, voilà. Bon, est-ce que je me trompe? Pas du tout, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte au montage, ça je le savais pas à l'écriture et je le savais pas pendant qu'on tournait, que j'avais fait un film en fait sur le manque et sur l'absence. Et ça je le savais pas. Je m'en suis rendu compte après. Par contre, ce que je savais, et l'absence étant l'absence de la femme qu'on aime. Et oui, ça résonne dans des trucs intimes que ouais. Et pendant l'écriture, par contre, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un film sur trois hommes qui vivent dans un monde de femmes. Ça, c'est, voilà. Et c'était très important que la seule véritable représentante étant Anaïs de Moustier, que le personnage d'Esther soit vraiment une jeune femme qui ne se justifie de rien. En fait, je suis lassé par l'injonction qu'on fait constamment aux femmes dans la société et notamment dans la représentation qu'on en fait au cinéma. On leur demande constamment de se justifier de tout. Une femme enceinte qui fume une clope, qui boit un verre, on va la culpabiliser. On culpabilise les femmes surtout. Et donc je voulais que Esther qu'elle n'en fasse qu'à sa tête et qu'elle ne se justifie de rien. Voilà. Que ce soit qu'on lui pose pas la question. Et d'ailleurs, Joachim est un peu bête. Il lui dit, bah ça va, t'es extrêmement décontracté. Quoi. Bah ouais, bah comme toi, couillon. Voilà. Allez-y. Beaucoup plus près du micro. Est-ce que vous avez voulu en fait représenter les relations entre hommes et femmes à différents moments de la vie? Enfin, ça revient un peu sur cette question, mais est-ce que vous avez voulu représenter les relations en plusieurs étapes? Je sais pas si... Les trois âges de la vie. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, en tout cas, oui, de toute évidence, le film parle de trois générations différentes, donc des relations de ces trois personnages qui sont filmés. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez Yvan, quand il va à la rencontre de Mélissa, en fait, c'est une telle victoire, c'est la première grande victoire de sa vie, en fait, et qui rentre dans le monde réel, en fait, quelque part, et que grâce à Mélissa, il va, je pense, se réconcilier avec ces deux modèles. Parce que quand on fait l'expérience de quelque chose de réel, quand on rentre dans le monde réel, on accepte la fragilité des autres, en fait, aussi. Parce que vivre, c'est un peu s'effondrer, et que du coup, il accepte que ces modèles ne soient pas des dieux, grâce à Mélissa. Je pense que Joachim, quand il rencontre Esther, ça agrandit son espace. Je pense que tous les deux cherchent une consolation, Esther comme Joachim,
Et c'est pour ça que dans la scène dans la piscine, par exemple, ils se disent, enfin ils se le disent pas, d'ailleurs c'est le seul moment où moi en tant que réalisateur, moi Félix, je me permets d'être un tout petit peu au-dessus de mes personnages et d'intervenir en leur disant tout ira bien. J'ai envie de les consoler, parce que ça me faisait trop de peine qu'ils se quittent. Et donc j'avais envie, moi Félix, de les consoler, de dire on s'est rencontrés au mauvais moment, mais c'est pas très grave. Et j'ai l'impression qu'ils ont cherché une consolation mutuelle, on fait souvent ça dans la vie quand même, on cherche tous quelqu'un pour se consoler quoi. Et le père, Benoît Poulvorde, alors par définition c'est un âge que je n'ai pas vécu, mais c'est pas grave parce que je pense qu'écrire un personnage de père, c'est comme dans la vie, il y a toujours un père réel, un père fantasmé. Donc je me suis laissé aller à un personnage, un père de fiction, qui toute sa vie a été obsédé par un regard qui ne pouvait pas venir puisqu'il est orphelin, et qui va s'ouvrir vers le monde des vivants. Et encore une fois, la personne à qui il le dit, c'est Abaya qui est là, que je salue parce que ce qu'elle fait dans cette scène est très dur, à savoir être à l'écoute et complètement habiter le cadre, c'est sans intervenir, je trouve ça, voilà. Et ce qui est marrant, parce que si on veut faire j'ai choisi Baya pour jouer la femme du père de fiction, en sachant que c'est Michel, le mari de Baya, qui m'a donné envie de faire des films. Voilà. Donc quelque part, les choses se rejoignent. Et oui, effectivement, à 3 âges de la vie. Moi, je veux bien que Baya nous raconte le tournage de cette scène, parce que pour moi, pour le coup, on a cité un des plans les plus émouvants quand les deux frères se retrouvent avec ça de café, mais quand même, une des scènes absolument incroyables en termes d'écriture et de jeu, c'est aussi cette confidence de Benoît Poulvorde, qui me paraît hyper forte. Et mon hypothèse, c'est que pour le coup, il faut quand même, pour pouvoir jouer aussi juste chez un Poulvorde qui peut par ailleurs en faire des tonnes, être exubérant, tout ça, dans ce registre-là, je pense qu'il faut à côté de lui quelqu'un à qui il s'adresse, qui lui donne ce talent-là. Et comme c'est Baya Kasmi, on va lui laisser raconter cette scène. Comme ça, on peut même l'applaudir au passage. Je me sens... Bonjour. Non, mais pour moi, c'était une scène... c'était extraordinaire, parce que c'était être comme une petite souris sur le plateau de Félix, de le voir être réalisateur, de le voir... travailler et voir Benoît Poulvorde travailler, c'est extraordinaire. Enfin, c'est pas Félix qui me contredira, mais c'est, je sais pas, il a une espèce de force, d'émotion, et c'est tellement fort. Cette émotion est tellement palpable chez lui. Quand il joue, il y a vraiment rien de faux. Je crois en tout cas que ça, il l'a donné à Félix. Je pense qu'il sait le donner, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est que Félix savait que c'était une scène extrêmement importante pour lui, et Benoît l'a senti, le savait aussi. Donc il y avait vraiment quelque chose de très beau et de très concentré, même si Benoît n'est pas très concentré. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas très concentré, mais voilà, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui fait beaucoup de blagues, qui occupe énormément l'espace. Et ce jour-là, j'ai pas du tout ressenti ça. C'était très beau, c'était très calme. Il a travaillé avant, il est arrivé, il a raconté ça, on avait tous envie de pleurer. Et je pense que voilà, il y avait vraiment quelque chose qui passait entre Félix et entre Benoît sur l'importance de ces confidences, sur l'importance de cette scène. Et moi, j'étais très heureuse d'être là grâce à lui. Voilà. C'est grâce à lui, visiblement. C'est ça. On rebondit un tout petit peu sur la question des femmes absentes, pour le coup, parce que là, on a parlé des présentes. Le film est quand même, effectivement très structuré quand même sur l'absence de la mère, mais aussi l'absence de l'être aimé, fantasmé et supposé être indépassable. Et tu dis que tu t'es rendu compte presque a posteriori que c'était un film sur l'absence, qui est quand même un constat bizarre, parce que c'est vraiment au cœur du scénario et de l'écriture des dialogues. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas vu avant, en un sens? Peut-être j'étais dans le déni, hein, tout simplement. Je savais vraiment pas que j'avais fait un film vraiment à ce point-là sur 3 hommes à moitié. Voilà. 3 hommes qui sont la moitié d'eux-mêmes pendant tout le film et qui à un moment donné vont réhabiter le monde. J'avais pas compris quoi. Ça c'est réhabiter le monde. Ce serait très facile quoi. Ah je me sens pas bien. Ah ça va mieux. Le pas de côté. En fait voilà, je m'en suis rendu compte vraiment au montage. J'avais l'impression que tous les 3 personnages principaux, je veux dire, étaient hantés par des spectres et par des fantômes. Et ça, voilà.
Je m'en suis rendu compte en voyant le film. Parce que l'image rapporte quelque chose. C'est-à-dire que quand tu l'écris, tu sais tu sais de quoi parlent tes personnages. Mais ensuite, quand le film est projeté, et que, en fait, tous ces fantômes envahissent le cadre, ça fait un sens différent. Et effectivement, par exemple, cette image du cercueil vide, au début du film, quand Benoît Poelvoorde va rentrer dans le cercueil, il y a déjà ce premier fantôme, qui est celui du frère, qui est ce regard qui ne viendra plus, que Benoît va évoquer plus tard. Ensuite, il y a Suzanne, donc que Joachim n'arrête pas de ressasser. Ensuite, il y a cette mère des deux enfants, qui est évoquée très brièvement quand Benoît parle avec Bayard, et qui est une place vacante, qui fait que les trois hommes s'entassent dans cet appartement comme ça, et que plus rien ne les protège les uns des autres. Et donc voilà, je m'en suis rendu compte vraiment au montage, quoi. Je sais pas, hein, la vérité d'un film s'impose, et on croit raconter quelque chose, on raconte quelque chose d'autre en fait. Et donc ça c'est assez étonnant. Ça veut y compris dire qu'au montage, tu as coupé certaines scènes pour resserrer autour de ces enjeux. Ouais, carrément. J'ai coupé globalement, et ça c'est horrible, mes scènes préférées. Ah merde. Les scènes que j'avais préféré écrire, que j'avais préféré tourner, les plus belles, les plus démonstratives, mais en fait qui ne servaient pas le film, qui me servaient moi en tant que réalisateur, mais qui ne servaient pas mes personnages. Il y avait une scène somptueuse de fin dans un buffet avec 300 figurants. Ça envoyait, quoi. Je me disais quand même, là, c'est du cinéma. Et je l'ai coupé parce qu'en fait, c'était pas cohérent avec le film, ça ne servait pas mes personnages. Alors peut-être que ça aurait pu satisfaire un peu ma vanité, mais pas mes personnages. Donc je l'ai coupé. J'ai coupé la scène d'ouverture du film, qui était très longue, qui était mon hommage à un film que pour moi est l'un des plus grands exemples d'écriture, ces derniers temps, qui est Social Network, qui est un scénariste qui me fascine complètement, qui est Aaron Sorkin, où la scène d'entrée avec Jesse Eisenberg, où le débit est à 300 à l'heure, où il y a une pensée en escalier, on revient à la première question, puis on repart à la 10e. Voilà, et la scène d'ouverture, c'était Joachim qui était en rendez-vous avec une fille, et une scène volontairement très longue. Pareil, coupé. Mais ça parce que je l'ai foiré. Et voilà, non, et puis des scènes de fantasme, de rêverie aussi, du personnage de Joachim, mais qui était affectée, qui était trop sérieuse. Voilà. Donc, ouais. Qui pose la petite dernière? Ouais. Bravo, je suis très enthousiaste. La montée d'escalier permet de rappeler que demain, je viens vraiment, en fait. C'est un peu ça. Ah non, elle m'a dit qu'elle avait annulé. Pas intérêt. Bonsoir, moi je voulais savoir en fait la représentation de la fille dans la boîte avec Joachim qui je suppose représente Suzanne. Je voulais savoir ce que tu avais voulu expliquer dans cette scène. Est-ce que c'est plutôt on représente l'ex qui nous hante toujours, enfin qui hante toujours Joachim, ou alors est-ce que c'est une étape du processus de deuil en fait de la relation finalement, puisqu'à la fin on la voit partir finalement. On la voit partir avec un autre. Un autre, oui. Est-ce que du coup c'est le dernier rêve par rapport à d'autres rêves qui étaient imaginés et peut-être tournés et que tu as coupé? Ça, c'était pas dans le scénario. Je l'ai improvisé pendant qu'on tournait la scène. Alors, du coup, c'est pas Suzanne pour moi, au moment où je tourne le film. Mais sauf que tous ceux qui le voient me disent, bah si, c'est Suzanne. Donc je l'accepte. En fait, non mais la vérité d'un film appartient à ceux qui le voient en fait. Bon. Mais du coup, tu pensais à quoi si tu pensais pas à Suzanne? Je me disais, je voulais juste... C'est un truc auquel je suis sensible, à savoir les apparitions et les désillusions aussi brutales qu'on vit tous en fait, surtout après 3 shots de vodka. Et voilà, c'était vraiment cette espèce de... En fait, c'est un moment où on peut aussi accepter que ça n'est pas forcément réel, puisqu'il y a un truc sur le son, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Joachim qui descend les marches avec Alan qui s'arrête avec des amis, Joachim qui continue, et là du coup il n'y a plus le son réel de la boîte de nuit, par contre il y a la musique à fond. Mais on sent plus, il n'y a plus le son des gens autour. Donc on peut accepter aussi que ce moment-là est un moment, moi je me le suis pas dit, mais quand je revois le film, je me dis mais si en fait c'est acceptable comme idée, que c'est un moment qu'il a complètement rêvé, Joachim. Et puis on lui ferme les yeux, hein, donc on est dans le registre il peut s'endormir aussi. On est dans le registre d'un monde mental. Elle lui ferme les yeux. Et donc,
Non, moi ce que je voulais raconter, c'était juste les caresses d'un doux amour qui sont très très vite, quoi. Voilà. Un truc. Une consolation, encore une fois, qui ne marche pas. Cette fille, c'est un peu la métaphore de toute sa vie, de tout ce qu'il voit partir finalement. Bah peut-être, ouais. Non mais c'est vrai qu'en fait, moi je m'en rends compte là depuis 3 semaines que je montre le film et tout ça, qu'en fait, en parlant avec ceux qui le voient, en fait j'apprends des choses sur mon film. Et vraiment, sincèrement, je sais pas. En fait, la vérité du film, elle vous appartient, quoi. Donc, ça peut être ça, ouais, totalement. Ça peut être, à un moment donné, cette césure avec ce monde d'avant. Moi, j'ai vraiment voulu faire quelque chose, une scène où on ne va pas courir derrière un sens logique, quoi. À ce moment-là. La dernière. Bonsoir. Bon, j'ai pas grand chose à dire, mais à la fin de toute cette discussion, je trouve que ce qui est très fort dans votre film, justement, c'est de ne pas avoir tout dit, de ne pas avoir saturé, ni trop expliqué ce qui sort dans la discussion, à savoir le manque des femmes, le fait que les femmes soient absentes, etc. Ça fait des espaces vides. Et toute la force de votre film et la dynamique, à mon avis, de la puissance de ce film et des émotions, c'est précisément que tout ne soit pas saturé, comme ça peut souvent arriver. Voilà. Donc bravo, à mon avis, pour ça. Merci. Merci à tous et merci à Félix Moati, et à Baya Kasmi, et à Vincent Lacoste au passage. Et je tiens à vous dire vraiment que vraiment c'est extrêmement émouvant de partager en fait un film. De partager un film et la fabrication est collective, le visionnage l'est aussi. J'aime follement le cinéma pour ça, donc merci infiniment d'être là et d'avoir été ici ce soir et pour la générosité de vos questions. Merci beaucoup. Merci Félix. Et au passage, page de pub, pendant le dîner, Michel Leclerc a proposé une avant-première de son prochain film qui s'appelle La lutte des classes avec Édouard Baird qui sort en avril. Et donc, veillez au programme dans la famille Félix Moati, Baya Kasmi, Michel Leclerc, peut-être une avant-première courant avril.